Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis éleveur de charolaises, ici, en Bourgogne. Je n'aurais jamais cru que la parcelle de terre la plus abandonnée de la région, achetée à l'aveugle sur un coup de tête, deviendrait le seul endroit où je ne me sentirais plus jamais seul. Tout ça à cause d'une vieille clôture en fil de fer barbelé, mais laissez-moi tout vous raconter depuis le début, quand tout n'était que silence et travail. Tout a commencé il y a 3 mois. La ferme que j'avais remportée aux enchères s'appelait la ferme du chêne tordu. Le nom n'était pas une blague. Un chêne immense, aux branches tordues par des décennies de vent, dominait la colline. La maison sentait la pierre humide et la suie froide. J'ai passé la première nuit sur un matelas posé à même le plancher, à écouter les planches craquer et le vent siffler dans la charpente. Mes journées commençaient avant le soleil. Le café était toujours trop fort, bu directement à la casserole pour ne pas salir une tasse. Puis, c'était le travail. Des heures à arracher des ronces, à remplacer des poteaux de clôture pourris. Mes mains étaient constamment couvertes d'ampoules et de coupures. Je parlais peu, à part aux quelques vaches que j'avais réussi à acheter, juste pour entendre un autre son que celui de ma propre respiration. Chaque poteau que je plantais, je le frappais avec une force qui venait de plus loin que mes bras. Je revoyais mon père, le regard vide, signer les papiers, qui nous enlevaient tout. Lui avait hérité d'une terre fertile, moi j'avais acheté des cailloux et des orties. Je serrais le manche de la masse, le bois usé contre ma paume, et je frappais encore, chassant son fantôme de mes pensées, le faisant taire sous les coups sourds. Ce jour-là, le soleil de fin de printemps tapait fort. J'étais en train de tendre un nouveau fil de fer barbelé le long de la limite ouest de ma propriété, celle qui me séparait du domaine de la rivière Claire, comme l'indiquait le vieux cadastre. La sueur coulait dans mes yeux. J'ai posé ma pince sur un piquet et me suis redressé pour essuyer mon front avec le dos de mon gant de travail, le cuir rêche sur ma peau. C'est là que je l'ai vue. Elle marchait de l'autre côté de la clôture, venant de sa ferme. Elle ne se pressait pas, son pas était assuré sur la terre inégale. Elle portait un jean usé et des bottes couvertes de boue séchée. Ses longs cheveux châtains étaient rassemblés en une tresse qui se balançait dans son dos. Mes mains, qui allaient reprendre la pince, sont restées immobiles le long de mon corps, soudainement lourdes et inutiles. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Je la reconnaissais. Un rodéo, 5 ans plus tôt. Elle avait remporté une épreuve, et je me souvenais du calme avec lequel elle tenait les rênes, son visage concentré. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, de son côté de la clôture. Il n'y avait aucune surprise dans son regard, juste une sorte de confirmation. Ses yeux étaient de la couleur du ciel juste avant un orage d'été, un gris profond et intense. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, un bonjour de voisin, mais aucun son n'était sorti. Le seul bruit était celui du vent dans les feuilles du grand chêne. Elle a posé une main sur un poteau de clôture, un geste lent et naturel, comme si elle puisait sa force dans le bois. Puis elle a parlé, et sa voix était calme, claire, sans la moindre hésitation. « J'espérais que ce serait toi. » La pince que je tenais encore a glissé de mes doigts et est tombée dans l'herbe haute avec un bruit sourd. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu à cause du soleil ou de la fatigue. Ces mots flottaient entre nous, dans l'air immobile, aussi concret qu'un caillou dans une chaussure. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de la regarder, essayant de comprendre comment une phrase aussi simple pouvait tout changer. Elle n'a pas détourné le regard. Un très léger sourire a étiré le coin de ses lèvres. Elle a incliné la tête et j'ai remarqué une petite cicatrice blanche sur son menton, presque invisible. Elle n'attendait pas de réponse. C'était comme si elle venait de poser la dernière pièce d'un puzzle qu'elle assemblait seule depuis des années. J'ai finalement réussi à déglutir. Ma gorge était aussi sèche que la terre sous mes pieds. Elle a ensuite baissé les yeux vers le fil de fer que j'étais en train de poser. « C'est du bon travail », a-t-elle dit. « Cette clôture n'a pas été entretenue depuis la mort de mon mari. » Elle a prononcé ces mots sans tristesse, juste comme un fait. Puis elle a de nouveau planté son regard dans le mien. La source qui alimente nos 2 propriétés est de ce côté. On aura sûrement besoin d'en parler. J'ai hoché la tête, toujours incapable de former une phrase complète. Je me suis baissé pour ramasser ma pince, juste pour donner une contenance à mes mains. « Je m'appelle Léo », ai-je réussi à articuler en me relevant, ma voix un peu rauque. « Clara », a-t-elle répondu. Et c'est comme ça que tout a commencé. Moi, Léo. Elle, Clara. De chaque côté d'une clôture à moitié réparée, sous le vieux chêne tordu, avec une promesse de reparler d'une source. Moi, Léo. Elle, Clara. De chaque côté d'une clôture. Ces mots tournaient dans ma tête avec le bruit de mon marteau pendant les 3 jours qui ont suivi. Je n'arrêtais pas de regarder vers sa ferme, au-delà du chêne tordu, attendant de la voir pour cette histoire de source. Je réparais la clôture avec une lenteur calculée, tendant chaque fil de fer comme si ma vie en dépendait,
juste pour avoir une raison de rester là, à la limite de nos deux mondes. Puis un matin, elle est arrivée. Elle ne marchait pas le long de la clôture cette fois, mais traversait directement le champ, un thermos à la main et 2 tasses en émail accrochées à ses doigts par les anses. Le soleil du matin dessinait une longue ombre derrière elle. Elle s'est arrêtée devant moi, a dévissé le bouchon du thermos et a versé le café. La vapeur s'est échappée dans l'air frais, emportant une odeur de chicorée. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris la tasse qu'elle me tendait. Nos doigts se sont à peine effleurés, mais j'ai senti la chaleur de sa peau à travers la fine couche de poussière sur la mienne. J'ai bu une gorgée. Le café était fort, sans sucre, exactement comme je le faisais moi-même. Elle s'est adossée à un piquet de clôture, buvant dans sa propre tasse, et a regardé le ciel. On dirait que la pluie va attendre encore un peu, a-t-elle dit. C'était une conversation de fermier, simple, directe. C'était tout ce dont j'étais capable à ce moment-là. Nous avons marché ensemble vers la source, en silence. Je la suivais, observant la façon dont ses bottes s'enfonçaient dans la terre meuble, laissant des empreintes nettes. Elle connaissait chaque pierre, chaque racine. Arrivée près du ruisseau, elle a pointé du doigt un enchevêtrement de vieilles canalisations rouillées, à moitié enfouies dans la berge. Le problème est là, mon grand-père a installé ça. Ça n'a jamais bien fonctionné. Sa voix était neutre, comme si elle parlait d'un moteur ou d'une charrue. J'ai posé ma tasse sur un rocher plat et j'ai saisi une pelle que j'avais apportée. J'ai commencé à déblayer la terre et les pierres autour des tuyaux pour mieux voir. Le travail était simple, répétitif. Le seul son était le choc du métal contre les cailloux et le murmure de l'eau. Clara restait là, les bras croisés, observant mes mouvements. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle regardait simplement, évaluant mon travail, j'imagine. Chaque pelletée de terre semblait la convaincre un peu plus. Soudain, ma pelle a heurté quelque chose de métallique avec un bruit sourd et mat. Ce n'était pas une pierre. J'ai creusé autour avec plus de précaution, puis j'ai mis les mains dans la terre froide et humide. J'ai sorti un objet lourd, courbé, couvert de boue. Je l'ai essuyé sur mon pantalon. C'était un fer à cheval, vieux et rongé par la rouille, mais encore entier. Il était exactement sur la ligne qui séparait nos deux terres, comme s'il avait été enterré là exprès. Clara s'est approchée et a regardé l'objet dans ma main. Un minuscule pli s'est formé entre ses sourcils. Mon mari disait toujours qu'en trouver un, c'était la terre qui vous souhaitait la bienvenue. Elle a prononcé ces mots sans aucune inflexion particulière, puis son regard est retourné vers les canalisations. Elle a tourné la page, mais moi, je sentais encore le poids du fer froid et lourd dans la paume de ma main. Je l'ai glissé dans la poche arrière de mon jean. Les semaines suivantes, nos rencontres sont devenues une sorte de routine non dite. Je la voyais de loin, inspectant ses vaches charolaises, son troupeau bien plus grand que le mien. Parfois, le matin, je trouvais une miche de pain encore tiède posée sur un piquet de la clôture. En retour, je laissais une caisse avec les quelques légumes de mon potager naissant. On ne se disait jamais merci. On se contentait de prendre ce qui était là, comme une offrande silencieuse de la terre. Un après-midi, alors que je graissais la chaîne de ma tronçonneuse, le bruit a cessé. Le moteur s'était arrêté, j'ai vérifié le carburant, l'allumage, rien. J'ai donné un coup de poing frustré sur le carter en plastique. J'ai levé les yeux et je l'ai vue, de l'autre côté du champ, qui me regardait. Elle a fait un geste de la tête en direction de son hangar. Je n'ai pas répondu, mais j'ai laissé ma tronçonneuse là et j'ai commencé à marcher vers sa ferme. Elle m'attendait à l'entrée de son atelier. Sans un mot, elle m'a tendu une clé à bougie. J'ai pris l'outil. Il était propre, bien entretenu, comme tout le reste chez elle. Pendant que je retournais vers ma machine, je l'ai entendu dire dans mon dos. La mienne fait pareil quand le filtre à air est encrassé. C'était tout, un conseil pratique, donné sans condescendance. J'ai nettoyé le filtre, et la tronçonneuse a redémarré au premier coup de lanceur. Plus tard dans la semaine, c'est moi qui l'ai aidée. Le portail de son corral principal était sorti de ses gonds. Elle essayait de le soulever seule, ses muscles tendus par l'effort, le visage crispé. Je suis arrivé derrière elle, j'ai pris le poids du portail sans rien dire. Ensemble, on l'a remis en place. Nos mains se sont frôlées en ajustant le loquet. Elle a retiré la sienne rapidement et a murmuré un « merci », presque inaudible avant de s'éloigner. Le fer à cheval était maintenant posé sur le rebord de la cheminée de ma maison. Je le touchais parfois le soir en regardant les flammes. Le métal était toujours froid. Il me rappelait cette frontière entre nous, cette ligne invisible que l'on franchissait parfois pour des raisons pratiques, mais jamais plus. C'était un objet qui appartenait à nos deux terres, mais à aucun de nous deux. Je me demandais si elle y pensait aussi, ou si ce n'était pour elle qu'un bout de ferraille. Un soir, la lumière de son étable est restée allumée très tard. Poussé par une curiosité que je ne m'expliquais pas, j'ai marché jusqu'à la lisière de ma propriété. Je pouvais la voir à travers la grande porte ouverte. Elle était assise sur un ballot de paille, essayant de réparer une bride en cuir. Ses mouvements étaient lents, épuisés.
Elle a laissé tomber l'outil et le cuir sur ses genoux et a penché la tête en arrière, les yeux fermés. Je suis resté caché dans l'ombre du grand chêne, à la regarder. Le vent faisait bruire les feuilles au-dessus de moi. Je l'ai entendu soupirer, un son si léger que le vent a failli l'emporter. Puis, elle a murmuré pour elle-même des mots que je n'étais pas censé entendre. Parfois, la terre demande plus que ce qu'on a à lui donner. Cette phrase, lâchée dans la solitude de son étable, en disait plus que toutes nos conversations. Je me suis retiré sans faire de bruit, mes bottes s'enfonçant doucement dans l'herbe humide. Je suis rentré chez moi et je suis resté longtemps assis dans le noir, le fer à cheval dans mes mains. Le contact du métal contre ma peau n'était plus froid. Il semblait avoir gardé une trace de la chaleur de la terre où il avait dormi si longtemps. J'ai su ce que je devais faire, même si je ne savais pas vraiment pourquoi. Le lendemain matin, très tôt, j'ai pris la bride que j'avais vue la veille. Elle l'avait laissée sur un crochet près de la porte de l'étable. Je l'ai emportée dans mon atelier et j'ai passé 1 heure à la réparer, à remplacer la lanière cassée, à huiler le cuir, jusqu'à ce qu'il retrouve sa souplesse. Avant que le soleil ne soit complètement levé, je l'ai reposée exactement là où je l'avais trouvée, mais réparée. Ça faisait maintenant 2 mois qu'on était voisins. 2 mois de silence, de travail, et se faire à cheval sur ma cheminée. Et ce matin-là, en m'éloignant de son étable, quelque chose avait changé de place, comme une pierre qu'on déplace dans un champ et qui révèle la terre humide en dessous. L'été s'était installé, lourd et doré, sur les collines du Charolais. Chaque matin, je la voyais de loin, menant son cheval avec la bride que j'avais réparée. Le cuir sombre et souple était un lien silencieux entre nous, une conversation que nous n'avions jamais eue. Je reprenais alors ma propre tâche, le bruit de mon marteau sur un piquet de clôture répondant au claquement lointain des sabots de son cheval sur la terre sèche. Nos journées commençaient ainsi, dans un dialogue de labeur. Notre routine de travail partagé s'est solidifiée sans qu'on en décide. Un jour, c'était un pan de clôture effondré. Je tenais le poteau pendant qu'elle tendait le fil de fer. Nos mouvements étaient devenus fluides, coordonnés, sans un mot. Je lui ai passé la pince, et le métal froid de l'outil a effleuré la chaleur de sa paume. Elle a pris l'outil et a continué son travail, le visage concentré, comme si rien ne s'était passé. Celui-là, il a le regard un peu terne, a-t-elle dit un après-midi, en pointant du menton un de mes jeunes veaux. Je me suis accroupi pour mieux l'examiner. Mon mari disait toujours que tout commence dans les yeux. C'était la première fois qu'elle le mentionnait si directement. J'ai posé une main sur le flanc de l'animal, sentant la chaleur de son pelage sous mes doigts, et j'ai hoché la tête, sans rien ajouter. Quelques jours plus tard, nous déblayions une buse d'évacuation bouchée par la boue, sous un soleil de plomb. La sueur collait ma chemise à mon dos. Elle m'a tendu sa gourde. J'ai bu une longue gorgée d'eau fraîche, puis je la lui ai rendue. Il voulait construire un petit étang, juste là, a-t-elle dit en regardant le creux du vallon. Il avait toujours des projets plus grands que ses journées. Sa voix était neutre, comme si elle lisait un rapport météo. Je la regardais souvent quand elle ne me voyait pas. Je connaissais maintenant la façon dont elle pinçait sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait à un problème mécanique, ou comment elle passait sa main sur la nuque quand la fatigue la gagnait. Un jour, en la voyant faire ce geste, j'ai détourné le regard vers la caisse à outils et j'ai commencé à trier des boulons déjà triés, juste pour occuper mes mains devenues soudainement maladroites. Le soir, dans le silence de ma ferme, mes yeux se posaient souvent sur le fer à cheval rouillé sur la cheminée. Son poids dans ma main me ramenait à la terre, à cette frontière où nous nous étions trouvés. Je le caressais du pouce, sentant le grain du métal corrodé. Il n'était plus un simple objet trouvé, il était devenu le témoin silencieux de toutes nos conversations non dites et de nos gestes partagés. Un orage a éclaté fin juillet, un de ces orages violents qui transforment le ciel en une masse d'encre. Le vent s'est levé, pliant le vieux chêne tordu. Nous avons couru, chacun de notre côté, pour rassembler le bétail et le mettre à l'abri dans les hauteurs. L'urgence nous a fait oublier la clôture. Nos 2 troupeaux se sont mélangés dans une panique partagée, et nous avons travaillé ensemble, nos silhouettes à peine visibles sous les éclairs. La pluie s'est abattue d'un coup, un rideau d'eau glacée. Nous nous sommes réfugiés dans sa grange, trempés jusqu'aux os. L'odeur de paille humide et de terre mouillée remplissait l'air. Nous nous sommes assis sur des ballots, le bruit de la pluie sur le toit de tôle couvrant tout autre son. Je grelottais un peu, et j'ai frotté mes bras pour essayer de me réchauffer, évitant de la regarder. Dans la pénombre, seulement éclairée par la lanterne qu'elle avait allumée, sa voix est sortie, basse et un peu rauque. Parfois, la terre demande plus que ce qu'on a à lui donner. Elle regardait droit devant elle, dans le noir. Je crois que je n'y arriverai pas seul, c'est trop grand. J'ai ramassé un brin de paille sur le sol et j'ai commencé à le tordre entre mes doigts, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se brise. Je n'ai rien dit, pas de « ça va aller », pas de conseils stupides.
Je suis juste resté assis là, à déchiqueter des brins de paille, écoutant la pluie et sa respiration. Dans la lumière vacillante de la lanterne, j'ai vu une larme rouler lentement sur sa joue, traçant un sillon dans la poussière. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement continué mon geste inutile, mes doigts concentrés sur la destruction de ce petit bout de paille. Quand l'orage s'est calmé, une heure plus tard, le silence qui a suivi était profond, presque assourdissant. Nous sommes sortis, l'air était lavé, frais, une odeur de feuilles et de terre propre flottait partout. En marchant vers la sortie, mon bras a frôlé le sien. J'ai eu l'envie de prendre sa main, mais mes doigts se sont juste crispés dans ma poche, se refermant sur du vide. Le lendemain matin, j'ai traversé le champ avec le fer à cheval dans la main. Je ne savais pas exactement pourquoi je faisais ça. Je l'ai trouvé sur sa terrasse, une tasse de café entre les mains, regardant les dégâts de l'orage. Sans un mot, je lui ai tendu l'objet rouillé. Le soleil matinal a fait briller quelques gouttes de rosée piégées dans les creux du métal. Elle l'a pris, ses doigts explorant la courbe familière. Son regard a quitté le fer pour se poser sur moi. Un regard long qui semblait chercher quelque chose. Peut-être qu'elle nous souhaite la bienvenue à tous les deux, a-t-elle murmuré, se souvenant de ses propres mots. Elle ne me l'a pas rendu. Elle l'a posé sur la balustrade en bois de la terrasse, entre une plante en pot et une vieille lanterne. Après ça, les cafés du matin sur sa terrasse sont devenus une habitude. Le fer à cheval était toujours là, entre nous. On parlait de la journée à venir, du bétail, du temps. Les silences n'étaient plus les mêmes, ils étaient remplis de choses que nous savions tous les deux. Je prenais souvent appui sur la balustrade, ma main à quelques centimètres seulement du fer à cheval, sentant le bois chauffé par le soleil. Un soir, je l'ai aidé à réparer la pompe à eau de son abreuvoir. La nuit est tombée pendant que nous travaillions, à la lumière d'une seule ampoule nue qui pendait d'une poutre. Penchés sur le moteur, nos épaules se sont touchées. Une chaleur s'est propagée dans mon bras. Ni elle ni moi n'avons bougé pour nous écarter. Je pouvais sentir son odeur, un mélange de savon et de graisse de moteur. Quand la pompe a enfin redémarré avec un bruit régulier et rassurant, elle a posé sa main sur mon avant-bras. Juste une seconde. « Merci, Léo. » Sa voix était à peine un souffle. La chaleur de sa paume est restée sur ma peau bien après qu'elle ait retiré sa main. Je suis resté immobile, écoutant le rythme de la pompe, un nouveau pouls dans la nuit silencieuse de la ferme. En rentrant chez moi, je me suis arrêté sous le grand chêne tordu. Le ciel était si clair que la Voie lactée semblait à portée de main. J'ai regardé ma terre, puis la sienne. Dans l'obscurité, la clôture n'existait plus. Tout ne formait qu'un seul et même paysage. J'ai posé ma main sur l'écorce rugueuse de l'arbre, comme pour prendre racine moi aussi. Le mois d'août est arrivé, écrasant de chaleur. Nos vies étaient maintenant tressées l'une à l'autre, aussi sûrement que les lianes sur les vieux murs de pierre. Je reconnaissais le bruit du moteur de son tracteur au loin. Elle savait à mon pas si la journée avait été bonne ou mauvaise. Nous étions devenus une évidence, une équipe qui n'avait jamais prononcé le mot. Un soir, alors que le soleil couchant incendiait l'horizon, nous étions assis sur sa terrasse. Le fer à cheval, posé sur la balustrade, semblait presque briller dans la lumière dorée. Une paix profonde s'était installée en moi, une sensation que je ne me souvenais pas d'avoir jamais connue. J'ai ramassé un petit caillou sur une marche et je l'ai fait rouler entre mon pouce et mon index, encore et encore. J'étais tellement absorbé par ce calme nouveau que j'ai à peine remarqué la voiture. Une berline noire, brillante, qui soulevait un nuage de poussière sur le chemin de terre menant à ma ferme. Un homme en costume en est sorti, une mallette à la main. Il semblait aussi déplacé qu'un corbeau dans un champ de blé. Le regard de Clara s'est fixé sur lui, et son visage s'est fermé. Le silence de la soirée venait de se briser. Le petit caillou que je faisais rouler entre mes doigts est tombé par terre avec un bruit sec. Je me suis levé, lentement. Clara n'a pas bougé, mais j'ai vu ses mains se serrer sur les accoudoirs de sa chaise. J'ai descendu les marches de la terrasse, et j'ai marché vers l'homme, en costume, sentant le regard de Clara dans mon dos. L'air du soir, si paisible un instant plus tôt, semblait maintenant lourd, rempli de la poussière soulevée par la voiture. L'homme m'a tendu une main, que je n'ai pas serrée, et une carte de visite. Il parlait d'un projet de complexe hôtelier, de la vue imprenable, d'un chiffre. Un chiffre avec tellement de zéros que mon cerveau a refusé de le comprendre. Il a sorti un dossier de sa mallette et me l'a tendu. Une offre de rachat. Pensez-y. J'ai pris les papiers. Le papier glacé semblait étranger, presque obscène, sous mes doigts couverts de la poussière de la ferme. Je l'ai raccompagné à sa voiture sans prononcer un mot. Le bruit du moteur a déchiré le silence, et une nouvelle vague de poussière a recouvert l'herbe. Quand je me suis retourné, la terrasse de Clara était vide. Sa tasse de café était toujours là, à côté du fer à cheval posé sur la balustrade. La porte de sa maison était fermée. J'ai ramassé le fer à cheval. Le métal était froid.
Je l'ai glissé dans ma poche et je suis rentré chez moi. Les jours suivants, un nouveau genre de silence s'est installé entre nos deux fermes. Un silence lourd, épais, que même le bruit du tracteur ne pouvait percer. Je ne la voyais plus le matin. Plus de pain sur le piquet de clôture, plus de café partagé. J'ai essayé de travailler, de réparer la même section de barbelés 3 fois de suite, mais mes mains n'avaient plus le même entrain. Mon regard se tournait constamment vers sa maison silencieuse. Le soir, je dépliais la proposition sur la table de ma cuisine. Le chiffre me fixait. C'était plus d'argent que mon père n'en avait jamais vu. C'était la fin de la peur, la fin des nuits, à se demander si j'allais y arriver. Je me suis versé un verre d'eau, mais mes mains tremblaient, tellement que j'en ai renversé la moitié sur le sol. J'ai laissé la flaque s'étendre sur le vieux plancher sans l'essuyer. Une après-midi, je l'ai vue de loin. Elle essayait de déplacer seule une grosse pierre qui bloquait un fossé. Elle peinait, son dos courbé par l'effort. D'habitude, j'aurais traversé le champ sans même y penser. Mais cette fois, je suis resté caché derrière le grand chêne, les mains enfoncées dans mes poches. J'ai tourné les talons et je suis retourné dans mon atelier, le bruit de mes propres pas me semblant celui d'un lâche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché le long de la clôture qui nous séparait, la lune éclairant le chemin. Chaque piquet que nous avions planté ensemble me semblait être un reproche. J'ai sorti le fer à cheval de ma poche. Il était lourd. Je l'ai lancé en l'air et l'ai rattrapé, encore et encore, le choc du métal froid dans ma paume étant la seule chose réelle dans le chaos de mes pensées. J'ai pensé à mon père, à la honte sur son visage quand il a tout perdu. Cette offre, c'était une porte de sortie, une chance de ne pas finir comme lui. C'était la chose sensée à faire, la chose intelligente. J'ai arrêté de marcher, et j'ai serré le fer à cheval si fort dans ma main que les bords rouillés se sont imprimés dans ma peau. Mais quelle sorte de vie achète-t-on en vendant son âme ? Le lendemain, je n'ai pas travaillé dans les champs. Je suis resté dans mon atelier, à nettoyer des outils déjà propres. J'ai affûté la lame de ma hache jusqu'à ce qu'elle brille. Je pouvais voir sa ferme par la fenêtre ouverte de l'atelier. Elle était là, sur sa terrasse, immobile, regardant dans ma direction. Elle ne bougeait pas. Elle attendait, je crois. Et je savais que la terre, la clôture, le chêne tordu, tout attendait avec elle. J'ai posé mes outils. J'ai essuyé mes mains pleines de graisse sur un chiffon. J'ai traversé la pièce, mes bottes résonnant sur le béton. Dans ma main, je sentais encore la marque du fer à cheval. Je suis sorti de l'atelier et j'ai commencé à marcher vers sa ferme, non pas le long de la clôture, mais en ligne droite, à travers le champ qui nous séparait. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais je savais que je devais lui rendre ce qui lui appartenait. Chaque pas dans le champ semblait plus lourd que le précédent. La terre, que je connaissais maintenant par cœur, s'accrochait à mes bottes. Je gardais les yeux fixés sur sa silhouette, immobile sur la terrasse. Elle m'attendait. Elle le savait. Je sentais le poids du fer à cheval dans ma poche, un point froid et dense contre ma cuisse. L'air était immobile, suspendu, comme juste avant que la pluie ne tombe enfin après une longue sécheresse. J'ai monté les quelques marches en bois de sa terrasse. Elles ont grincé sous mon poids, un son familier et étrange à la fois. Je me suis arrêté devant elle. Elle n'a pas détourné le regard. Ses yeux, ce gris d'avant l'orage, cherchaient quelque chose en moi. J'ai sorti lentement le fer à cheval de ma poche. Le métal rouillé contrastait avec la poussière sur ma main. Je le lui ai tendu, sans un mot. La conversation devait commencer par là, par cet objet de notre terre. Elle a regardé le fer à cheval dans ma paume, puis a relevé les yeux vers moi. Elle ne l'a pas pris. Ses mains se sont agrippées à la balustrade en bois, les jointures blanchissant sous la pression. « Tu devrais le garder », a-t-elle dit, sa voix basse, presque un murmure. « Et tu devrais prendre cette offre. C'est une chance, Léo. Une chance que peu de gens ont. » Chaque mot était comme une petite pierre qu'elle jetait entre nous pour reconstruire un mur. Je n'ai pas bougé, ma main toujours tendue. « Ce n'est pas ma chance, » ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le pensais. Elle a secoué la tête, un mouvement à peine perceptible. « Tu es jeune, tu ne t'es pas engagé pour ça. » Sonne Menton a désigné les champs, la grange, toute sa vie qui débordait sur la mienne. Cette terre n'est pas ton combat. Elle ne l'a jamais été. C'était sa peur qui parlait, la peur de m'entraîner avec elle. J'ai finalement baissé ma main et j'ai posé le fer à cheval sur la balustrade, juste entre nous deux. Le choc du métal sur le bois a résonné dans le silence. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu te trompes !» J'ai pris une inspiration, l'air sentait la paille et la terre chaude. J'ai pensé à mon père, à l'argent, à la solitude. J'ai pensé à son visage dans la lumière de la lanterne, le soir de l'orage. Cette terre n'avait aucune valeur avant que je sache qui était ma voisine. Je reste. Les mots sont sortis, simples, définitifs. Ils n'étaient pas pour la convaincre, ils étaient juste la vérité. Une vérité aussi solide que le vieux chêne qui nous regardait de loin.
J'ai posé ma main à plat sur le bois de la balustrade, à côté du fer à cheval, comme pour sceller ma parole dans la matière même de sa maison, de sa ferme. Son visage s'est brisé, pas en larmes, mais en quelque chose de plus profond. Ses épaules se sont affaissées d'1 millimètre, comme si un poids invisible venait de glisser de ses omoplates. Elle a tendu une main tremblante et a effleuré le métal froid du fer à cheval. Son regard était fixé sur l'objet, comme si elle y lisait notre histoire, la sienne, la mienne, et celle qui commençait maintenant. J'ai eu peur, a-t-elle avoué dans un souffle, sa voix rauque. Quand j'ai vu cette voiture, j'ai compris que tout pouvait disparaître. Encore une fois, mon mari, il aimait tellement cette terre. Et moi, parfois, j'ai l'impression qu'elle ne fait que prendre. Elle prend tout. Elle a enfin levé les yeux vers moi et j'y ai vu toute la fatigue du monde, toute la solitude accumulée depuis des années. Je n'ai pas dit « ça va aller ». Je n'ai fait aucune promesse que je ne pouvais pas tenir. J'ai simplement glissé ma main sur la sienne, celle qui reposait sur la balustrade. Sa peau était chaude, rêche par endroits. Je l'ai recouverte entièrement de la mienne. Nos doigts se sont mêlés à la rouille du fer à cheval. Un contact, c'était tout ce qui comptait. Un point d'ancrage dans le chaos. Nous sommes restés comme ça, un long moment. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel en orange et violet. Le seul son était le meuglement lointain d'une de mes vaches. La chaleur de sa main s'est propagée dans mon bras, chassant le froid qui s'était installé dans mes os ces derniers jours. J'ai senti ses doigts se détendre sous les miens, un abandon silencieux et total. Demain, ai-je dit doucement, sans la quitter des yeux, on ira réparer la clôture du pâturage nord, celle qui a cédé pendant l'orage. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, un plan, une promesse de normalité, de travail partagé. C'était ma façon de lui dire que je n'allais nulle part. C'était notre futur, un piquet de clôture à la fois. Elle a hoché la tête, lentement. Une seule larme a tracé un sillon sur sa joue poussiéreuse. Elle ne l'a pas essuyé. Au lieu de ça, elle a tourné sa main sous la mienne, et ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Ce n'était plus moi qui la tenais, c'était nous qui nous tenions. Le contact est devenu une prise, une alliance. La terre sous nos pieds semblait soudain plus ferme. Le dossier du promoteur était toujours sur ma table de cuisine, mais il semblait appartenir à une autre vie. Il n'était plus une tentation, juste un tas de papiers inutiles. Le combat pour la terre n'était pas terminé, loin de là. Mais ce n'était plus son combat, ni le mien. C'était le nôtre. Et ça, aucun chiffre sur un contrat ne pourrait jamais l'acheter. Nous sommes restés sur la terrasse alors que les premières étoiles apparaissaient, nos mains toujours jointes sur la balustrade, de part et d'autre de ce vieux morceau de fer rouillé. Le silence était revenu, mais ce n'était plus le même. Il était plein. Il faudrait des semaines avant que l'homme en costume reçoive ma réponse officielle, mais la décision était déjà prise, là, dans la chaleur de nos paumes, et le bois usé de cette terrasse. L'automne a commencé à teinter les feuilles du grand chêne. 6 mois ont passé depuis le jour où j'ai posé le fer à cheval sur sa balustrade. Maintenant, chaque matin commence là, sur cette même terrasse. Je lui tends sa tasse de café, la même tasse en émail bleu ébréché, sans avoir besoin de demander. Elle la prend, nos doigts se frôlent, et elle regarde nos 2 troupeaux qui paissent ensemble dans le pré du bas. Le silence entre nous est devenu aussi naturel que la brume qui se lève de la rivière. Les journées ne sont plus les siennes ou les miennes. C'est juste le travail qui doit être fait. Quand le vieux tracteur refuse de démarrer, je suis penché sur le moteur et elle me passe la clé de 12 avant même que j'aie ouvert la bouche pour la demander. On a rentré le foin ensemble, nos mouvements synchronisés par des semaines de labeur partagées, une danse silencieuse apprise sous le soleil d'été. Ses mains, que je connais maintenant par cœur, sont aussi compétentes que les miennes sur la mécanique ou la terre. Parfois, en réparant la clôture qui longe la route, je repense à mes premiers jours ici. Je me souviens de la rage sourde avec laquelle je frappais les piquets, seul, le fantôme de mon père sur mon épaule. L'autre jour, en retendant le même fil de fer, j'ai senti la main de Clara se poser sur mon dos. Juste un instant. J'ai arrêté mon geste, le marteau en l'air, et j'ai tourné la tête pour la regarder. Elle m'a souri, et le poids du passé s'est un peu allégé. Le fer à cheval n'est plus sur la balustrade. Un après-midi, sans rien dire, on l'a décroché. Je tenais l'échelle pendant qu'elle le clouait, au-dessus de la porte d'entrée de sa maison. Notre maison. Maintenant, chaque fois que je rentre, je lève la main et je touche le métal froid et rouillé. C'est devenu un geste machinal, comme essuyer ses pieds sur le paillasson. C'est un rappel silencieux que la terre nous a bien souhaité la bienvenue, à tous les deux. Les soirs sont calmes. On s'assoit sur les marches de la terrasse, le chien couché à nos pieds, et on écoute la campagne s'endormir. Je nettoie souvent un morceau de harnais, l'odeur du cuir et de l'huile se mêlant à l'air frais du soir. Je la regarde observer le ciel, cherchant les constellations qu'elle me nomme parfois.
Je ne me souviens jamais des noms, mais je me souviens de la façon dont ses yeux brillent quand elle parle des étoiles. La vie ici reste un combat. La semaine dernière, une canalisation a encore cédé, inondant une partie du potager. J'ai vu le découragement passer sur son visage, l'ombre de la femme seule qui se battait contre une ferme trop grande pour elle. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris une pelle et j'ai commencé à creuser. 1 heure plus tard, elle était à côté de moi, une autre pelle à la main, la boue jusqu'aux genoux, et nous creusions ensemble. Je ne pense plus à mon père de la même manière. Je ne cherche plus à réparer son échec, mais à construire quelque chose de solide pour nous. Planter des racines. C'est ce que je faisais l'autre jour, en réparant la base en pierre de la grange, en remplaçant les vieilles pierres effritées par des neuves. Chaque pierre que je posais, c'était comme si je disais à cette terre « Je ne pars pas, nous ne partons pas ». Ce soir, nous sommes debout près du grand chêne tordu, là où tout a commencé. La vieille clôture de barbelés est toujours là, mais elle semble différente. Nos vaches, les siennes et les miennes, pèsent ensemble de chaque côté, passant parfois la tête à travers les fils. Je passe mon bras autour de ses épaules et je la serre contre moi. Nos clôtures ne séparent plus rien, elles délimitent juste l'endroit où commence notre foyer.